Previously in Cinéclaque. Nous sommes en 1989, c'est l'année du bicentenaire de la Révolution. La docteur et le professeur sont allés plein de fois au cinéma. Ils ont vu plein de films, ben oui, parce que c'est un peu leur passion. Et ils ont écouté beaucoup de musique de films, car c'est aussi leur passion. Ils vont vous la faire partager aujourd'hui. Et la décennie des années 80 va se terminer sur des choix plutôt incongrus. Cinéclaque, c'est du ciné, et c'est des claques. Et c'est aussi une playlist que vous avez sur la page YouTube de l'émission, du podcast, enfin du truc que vous écoutez, que vous avez dans vos oreilles actuellement, avec la douce voix du docteur et du professeur. Et j'espère que vous êtes patients. Ça va être très long tout ça. Très long. Autant d'années que d'heures de podcast à traiter. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on bloque tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Professeur, 1989. C'est l'année du cercle des poètes disparus de Peter Weir. Je suis sûr que tu as aimé ce film et que tu t'es mis debout sur la table, en train de hurler Carpe diem, Carpe diem. Il n'y avait pas de table au cinéma, donc je me suis mis debout sur les sièges et puis j'ai entendu « Oh, ouais, on voit pas le film !» Oh là 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 là. D'accord. Non, mais j'ai adoré, oui, j'ai été le voir 2 fois. 2 fois. Oui. T'avais pas bien compris la première ou c'était trop bien, t'as voulu reprendre une deuxième dose? C'était trop bien pour moi, j'étais jeune, et je m'identifiais totalement au personnage joué par Ethan Hawke, donc un peu timide, mal dans sa peau, et qui prend de l'assurance à la fin du film, quoi. Puisque c'est lui, le premier, D'accord. qui monte sur la table, alors qu'il n'arrivait pas à aligner 3 mots dès qu'on lui parlait, quoi, donc. Moi, c'est ça qui m'a dérangé dans le film, que je me suis dit, ouais, les gars, c'est des héros, ils sont dans une classe dont on s'en a rien à péter, ils se montent sur une table, super, l'acte. À la limite, je me suis dit, ils auraient mis le feu à l'école, ok, donc ça aurait été des... Mais bon, non mais... Bon, après, c'est bien. Moi, j'ai pas aimé le film, hein. Je t'avoue que je me suis vraiment ennuyé, mais ferme, vraiment ferme. Après, j'ai vu dans des conditions pourries, mais je me suis vraiment ennuyé en le voyant. Mais bon. Peter Weir, pourtant, j'adore, en général, c'est bien. J'ai adoré Master and Commander, je sais pas si tu l'avais vu. Je l'ai en DVD, j'ai toujours pas regardé. Mais à chaque fois, je me dis, faut que je le voie. Mais moi, mon préféré de Peter Weir, c'est... il est pas très connu, hein, c'est celui avec Jeff Bridges. Comment il s'appelle ? État second. Jeff Bridges, c'est l'unique... non, pas l'unique. Il est rescapé d'un accident, d'un crash aérien, et il s'en sort sans une égratignure. Et du coup, il se pense immortel, et il va vivre sa vie... comme jamais avant, quoi. Je l'ai vu, mais je n'ai pas un grand souvenir. C'est pas grave, j'ai l'habitude, hein. Chaque fois que j'aime un film, toi tu le détestes. Donc, bon, c'est pas grave. Oui, on a signé un contrat comme ça. Je suis sûr qu'on va se rejoindre. Par exemple, le premier Batman qui est sorti cette année-là, de Tim Burton, je suis sûr que tu as détesté. Non, pas du tout. Bah, moi, j'ai bien aimé aussi. J'étais content de voir un Batman qui ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, j'entends le petit jingle, le vieux con qui va s'amener. Les gosses réaliseraient pas, parce que bon, on croule sous les films de super-héros, mais à l'époque, Superman, ça datait déjà d'une dizaine d'années, quoi. Et, le premier, hein, parce que bon, les autres, on les oublie. Mais Batman, c'était, pour ma génération, c'était notre film de super-héros, quoi. Ok, je suis d'accord. C'était un film de super-héros avec... parce qu'on avait pas mal de trucs à la télé, on avait Hulk. Ouais. Toi, à la télé, il y avait des Spider-Man tout pourris, mais c'était des téléfilms qui sortent au cinéma, en fait, quoi. Ou c'était des trucs qui coûtaient, à l'époque, des films à $50, tu vois. Et là, d'un coup, il y a des moyens, il y a une ampleur. Il y avait une campagne de... Ah oui, c'était la Batmania, comme on disait, quoi. Et tu te souviens du logo qui était partout? En fait, il n'y avait même pas le titre du film, tu avais le logo Batman. Et là, il y a des gens, ils disaient, mais pourquoi, c'est quoi ces dents sur l'affiche? Ils voyaient pas la chauve-souris, ils voyaient des dents, quoi. Enfin, c'est une mouche avec il manquait des dents. C'était assez fou parce que, en fait, Batman, c'était pas hyper connu. Moi, je le lisais en BD. C'était par Neil Adams et tout. C'était vachement bien en BD. Et c'était à 1000 lieues du Batman des années 60, qui était pop et rigolo, avec la Batmobile que j'avais, comme tout le monde, hein. Ce Batman des années 60, on l'a eu après le succès du Tim Burton, quoi. Il a été diffusé après, quoi, à la télé. Voilà. En fait, on connaissait Batman par les jouets.
par le Batcopter, la Batmobile. C'est comme ça qu'on connaissait Batman, ou par la bande dessinée, parce que Batman était en BD aussi, quand même, pas mal de fois. Et on lisait pas mal de BD, je trouve, hein, quand même, à cette époque-là. J'aime bien le mot époque, c'est ça qui amène la musique vieux con. Dès qu'on dit époque, à l'époque... Enfin bon, donc Batman, alors moi j'ai adoré la musique du film parce que déjà j'étais hyper surpris que Danny Elfman fasse un carton pareil. La musique du Beetlejuice c'était déjà pas mal, et là d'un coup ça explose avec Batman, quoi. Là c'est on a un vrai thème musical, vrai thème, avec le... C'était parfait, quoi. Il y avait une vraie montée, il y avait... L'album qui était sorti à l'époque, le disque, était aussi... il était vachement généreux en musique, hein. Et c'est un Batman... Alors là, je parle du film 2 secondes, mais ça complète ce que j'avais dit la dernière fois sur Les Sorcières d'Eastwick. On a un casting d'enfer, on a tout ça, et on a Nicholson qui fait l'idiot, en fait, dedans. Je trouve qu'il est... il y a un truc qui cloche, quoi. Il n'y avait pas besoin de lui mettre une prothèse pour qu'il fasse le Joker. C'est ça que j'ai regretté. J'ai vraiment regretté ce truc-là, parce que la prothèse, en fait, ça le dispensait de jouer finement, comme il l'a fait justement dans Shining, où il était à la fois drôle et terrifiant. Là, il est juste... il est balourd, je trouve, dedans. Oui. Si tu veux, t'as vu le début du film, en fait, c'est des mafieux, genre années 40, 50 et tout, costume croisé, tout ça. Et t'as lui, il est juste un peu plus sadique que les autres, mais il est juste plus méchant, je le trouve pas plus fou. Ouais. Un peu le Joker, normalement, il est fou. Tu sais, il a un côté suicidaire aussi, le Joker. Là, il est pas du tout suicidaire. Voilà, j'allais t'en parler, quoi. Il a vraiment été influencé par l'expressionnisme allemand. Il a réussi à donner un cachet et une identité au film, quoi. Ça aurait pu être un film quelconque, hein, avec des moyens, mais il a un ton unique, en fait. Je trouve ça dans le Batman d'après, en pire, en beaucoup mieux maîtrisé d'ailleurs. Mais dans le deuxième, de toute façon, on en parlera, mais dans le deuxième, il a eu les mains libres. Dans le premier, il était encore contraint Moins dans le deuxième. Mais ça vient. On sent que ça vient, on sent qu'il arrive à maîtriser les gros budgets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bon Bruce Wayne aussi. Moi, j'ai été bluffé parce que c'est le jour et la nuit avec Beetlejuice. La retenue qu'il a en tant que Bruce Wayne, quoi. C'est tout intérieur. Son jeu est tout intériorisé et ça le fait. Ouais, mais on sent qu'il est quand même instable. Enfin, il y a quelque chose. Oui, bon tu sens qu'il y a tu le sens. Et Michael Keaton est très très bon pour ça. D'ailleurs, c'est le seul truc que j'avais trouvé intéressant dans le Spider-Man Homecoming, qui était vraiment un des pires nanars. Non, même pas, c'est un navet. Qui était naze, c'était cette séquence où il était dans la voiture avec Peter Parker, et qu'à un moment, il devient sérieux et menaçant. Et là, tu vois le comédien, quoi. Là, il est t'y crois. Il a fait une série dernièrement qui s'appelle Dopsic, où il joue le rôle d'un médecin qui se drogue, enfin qui tombe dans la drogue sans le vouloir. Et pareil, il a ce jeu toujours limite du gars qui va basculer, quoi. Et il est très très bon. Et je trouve que c'est parfait, parce qu'on a vu les autres Batman derrière. Enfin, honnêtement, il n'y en a pas un qui vaut Michael Keaton. Non. J'en vois pas un seul qui... Non, c'est clair. Qui arrive à sa cheville. Et normalement, dans les prochains trucs d'essai, là, c'est Michael Keaton, hein, c'est bon. Hein, oui, j'ai vu, ouais. Voilà, ça va être lui, quoi. Et moi, ça fait longtemps que je voudrais qu'il revienne. On le voit, mais de dos, dans la bande-annonce de Flash. Non, moi j'ai vu des photos du tournage, c'est le Batman du ouais, tu me les avais envoyées. C'est forcément lui, quoi. Après, il va être plus vieux, tout ça, mais peu importe, je m'en fous. Il a toujours une super tête. Il a toujours ce regard, qu'on voit d'ailleurs dans... comment ça s'appelle ? Beaucoup de bruit pour rien, quand il fait son personnage inspiré de Beetlejuice, carrément. Oui, carrément. Il est vraiment fou, quoi. Mais il est dangereux en même temps. Tu te dis, il est fou, mais on va pas le tenter, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était bien, ce Batman. Tout est classe dedans. Tu sens qu'il y a des choses pas maîtrisées dans les effets spéciaux, des fois. Mais tout se met en place, quoi. Tout se met en place pour que le deuxième soit un chef-d'œuvre. Et la musique dedans, elle est énorme, elle nous emmène loin. On voit l'évolution de Danny Elfman, quoi. Là, il a carrément explosé, quoi. Mais il est toujours aidé par Shirley Walker aussi. Oui, parce que bien sûr. C'est un type qui vient du rock, et là, d'un coup, avoir un gros orchestre comme ça, c'est quand même assez ambitieux, quoi. Pour un type qui fait du rock, tomber là-dedans. Oui, il avait son groupe. C'est chaud quand même. Mais il a une puissance de création, de créativité qui est pas mal. Le thème de Batman est toujours très bon, quoi. Il tient toujours la route, quoi. C'est le meilleur thème de tous les Batman, quoi. Ouais.
Ah mais vraiment, vraiment. Mais c'est un des meilleurs thèmes même de Héros. Tout est bien, voilà. Musicalement, on est dans le haut du panier. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Alors, pour nos amis québécois, je suis désolé d'avoir dit ça. Parce que chez eux, ça doit être Chérie, j'ai rétréci les enfants. Musique de James Horner pour un petit film d'action complètement Alors si je me trompe pas, puisqu'on parlait de Danny Elfman aussi, je crois que Danny Elfman, il avait collé un procès à James Horner parce qu'il trouvait que la musique de Chérie, j'ai rétréci les gosses était pompée sur ce qu'il faisait en fait. Ah bon? Alors que je trouve que James Horner a été influencé plus par Nino Rota, et Danny Elfman, de façon, aussi est très influencé par Nino Rota, donc les deux se rejoignaient sur les influences, mais Danny Elfman ayant un sacré caractère, visiblement, quoi, il a intenté un procès à James Horner, qu'il a perdu, je crois, à vérifier. Super sympa l'ambiance, hein. Tango et Cash, un super film avec Sylvester Stallone et puis et Kurt Russell. Si vous voulez voir Kurt Russell avec une robe. Oh, c'est pas trop ça. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'était toutes les gueules de série B de l'époque. Ouais. Et la musique, c'est Rolf Ottenheimer, je crois. Ouais. Et la musique, elle est naze, mais elle est purement fonctionnelle de ce qui se faisait à l'époque. Voilà. C'est mais je crois que pas de la grande musique, mais on est dans un symptôme. Toi, il y a eu les musiques de films avec des chansons, et après il y a les musiques de films fonctionnelles. Voilà, c'est une sorte d'affadissement. C'est le début de l'affadissement des BO, vraiment, quoi. On arrive on commence à préfigurer ce qui va se passer après, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Je crois que le film a eu beaucoup de problèmes au tournage. Enfin, c'est un film fait de briques et de broc, il me semble, non? Oui, ils ont viré les réalisateurs. Voilà, le montage a été fait par le producteur. Mais bon, j'ai trouvé que c'était drôle. C'était vraiment fun. Et c'était rigolo de voir que... Ouais, moi je trouvais ça rigolo de voir que Stallone essayait d'incarner notre personnage quand tu le vois très sérieux avec ses petites lunettes et tout. Ouais, enfin, c'est sa traversée du désert qui commence quand même. Ouais. Là, on est vraiment dans le... Par contre, Kurt Russell, lui, on voit qu'il s'éclate. Il est content. Oui. Il est content, le monsieur. Et dedans, il y a les méchants, Robert Starr, tout ça. C'est vraiment... C'est fabuleux, quoi. Que des gueules de tueurs. Et qui s'en donnent à cœur joie. Voilà. On s'échappe d'une prison en tuant plein de gens, mais on est mort de rire. Tout va bien. On torture des gens, mais on est mort de rire. Tout va bien. C'est le cinéma... tu sais, c'est le cinéma... avant Michael Bay, en fait, quoi. C'est du cinéma irresponsable. Voilà. Pour moi, c'est du cinéma de gens irresponsables. Après, il y a eu des trucs en France qui sont arrivés pareil, genre Doberman, ça c'est du cinéma... j'ai pas aimé. J'ai été le voir. Moi non plus, parce que c'est vraiment... c'est idiot pour idiot. Sauf que Tango et Cash, c'est idiot, mais fun. Ouais. Et puis j'aime bien, parce que le personnage féminin dedans, il est totalement... Enfin, il sert à rien, quoi. C'est juste la pin-up, quoi. C'est juste là pour... mais c'était Ria Hatcher. Oui, elle était classe à l'époque, je trouve. Enfin, classe. Dans sa vulgarité, elle était bien, quoi. J'ai vu un truc qu'elle a tourné juste avant ou juste après qui s'appelait Soap Dish. Oui, je l'ai vu aussi. Il fait rigoler, ce film. Oui, il est drôle, il est très drôle, le film. Et elle est dedans aussi, quoi. Oui, elle est dedans. Elle a un petit rôle, mais... Mais c'est pas une grande comédienne. Mais dans Tango et Cash, je trouve qu'elle envoie, quoi. On dirait un peu une des chanteuses de Prince dedans, voilà. Ça fait penser à ça. C'est vrai, ouais. Elle fait penser à Vanity. Oui, mais c'est le même look et tout. C'est n'importe, mais ouais, la fille avec qui j'étais à l'école à l'époque, c'était croisement entre Terry Hatcher et puis Diana de V. Quel tombeur, le docteur. Non, c'est pas ça. C'est après, elle m'a plaqué le soir du poète disparu. J'ai détesté tout. C'est pour ça. J'avais trop marre d'elle. Donc, comment qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Les banlieusards, The Burbs, de Jerry Goldsmith. Ouais. Ah, Joe Dante. Ouais. La classe, tout, casting d'enfer. Ouais. Carrie Fisher. Elle est géniale. Carrie Fisher. Et Carrie Fisher. Elle est excellente dedans, quoi. Non, mais ils sont tous excellents dedans. Elle leur tient tête à tous, quoi. Non, mais ce film est incroyable, c'est une vraie comédie. Mais il est pas connu. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah, qu'est-ce que je me marre à chaque fois, quoi. Et je le connais par cœur, mais...
Oui, il a fait ça après l'aventure intérieure et tout. Donc c'est encore une collaboration Joe Dante, Goldsmith. Et alors c'est pas une super musique, mais si tu la retires, le film il est plus pareil du tout. Le film il aura pas ce rythme, il aura pas ce côté folie, ce côté dessin animé aussi. Parce que le film c'est un vrai cartoon. En vrai, quand tu regardes, oui. C'est filmé comme un cartoon. Les méchants dedans, parce qu'il y a des méchants. C'est juste démentiel. Et d'ailleurs, dans le film, on voit c'est tourné. Ouais, les clopecs, ouais. Le film, il est tourné, tu sais, là où ils tournent tous les trucs, où il y a les ronds-points. Ouais, ben c'était. Tous les films américains dans les studios. Et c'est là où ils ont tourné après Desperate Housewives. En fait, c'est la rue. C'est la rue. Oui, tout à fait. Bah, c'est la rue où ils tournent tous les films américains, y compris tous, quoi. Voilà. Dès qu'il y a besoin d'une rue avec des pavillons, on va là-bas, quoi. Moi-même, j'y suivais souvent. Alors, c'est l'année de Glory. Glory, James Horner aussi. Ouais. Mais il a beaucoup, beaucoup fait de musique, James Horner. J'ai l'impression que son photocopieur a tourné, mais salement, quoi. Ah non, c'est pas un photocopieur. Sur Glory, là, c'est justement une de ces fois où il s'essayait à faire quelque chose de différent, quoi. Et il a eu l'Oscar ou pas pour ça? Je crois pas. Raté, caramba. Ouais. Donc Glory, ça parle de la guerre de sécession, c'est ça? Oui. Ok. Je l'ai pas vu. En fait, je l'ai pas vu, je t'avoue. Je l'ai vu il y a très longtemps. Il est bien, mais c'est un épisode très dramatique de cette guerre-là. Et si je l'ai vu sur Canal+, mais il y a super longtemps. Ouais, super longtemps. Mais je recommande fortement la musique. Hein. D'accord. J'ai pas un grand souvenir de ça. Outrage de Brian De Palma. Musique d'Ennio Morricone. Ouais. Aucun souvenir de la musique. Elle est bien, mais elle tourne en boucle. C'est un peu tout le temps le même thème et c'est toujours le piège avec De Palma. Hein. C'est que à un moment donné, ça tombe dans l'exagération. Et là, Morricone, il exagère pour nous faire pleurer, quoi. Donc. Bah pourtant, moi j'ai un très très bon souvenir du film. Oui, le film est excellent. Michael J. Fox est super dedans, quoi. J'ai vraiment un souvenir d'un film stressant à mort et bien, quoi. Vraiment bien, vraiment très bon. Et on sent bien, j'avais lu sur le tournage que Sean Penn, justement, n'avait pas pactisé avec Michael J. Fox pour justement rester dans le personnage. Je n'aimais pas Sean Penn à cette époque parce que je trouve qu'il avait une grosse tête de con. Ah ouais, il avait toujours des rôles de tête de con. Ah oui, mais il est détestable hein, dans le film, de toute façon. Il devait l'être aussi dans la vie, à mon avis. Oui, je pense qu'il devait l'être, tout à fait. C'est lui qui avait tourné dans At Close Range. Ouais. Ouais. Je sais plus de quand date ce film, je crois qu'on l'a. Bien avant, oui. On l'a oublié, ça fait partie des trucs, des 350 000 films qu'on a oublié de citer dans le podcast. Ouais. La musique était pas mal en fait. Ouais. Adapté une chanson de Madonna et ça. Madonna, ouais. Et Sean Penn dedans, il était bien, et Christopher Walken, il était magique. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Madonna, peut-être parce qu'après, il a été avec elle quand même pendant quelques temps. Ouais. Et ouais. Ouais. Que dire? Je sais pas, j'ai l'impression que t'es parti dans tes fantasmes sur Madonna. Ah non, nous avons perdu le docteur. Non, mais c'était le degré zéro du cinéma. Oui. Après, c'est devenu un truc normal, mais c'était quand même un choc. Madonna, mine de rien, entre ses musiques, toi, recherche déjà désespérément, elle jouait dans le film, elle faisait des trucs, il y avait That Girl, ça. Mine de rien, elle a eu une action, elle a eu une présence dans le cinéma. Même. Enfin, c'était bizarre, quoi, c'est bizarre. Et bizarre, mais. Cette équipe aussi s'inspire de films et elle a révélé aussi des réalisateurs, quoi. Genre Fincher, tout ça. Fincher, oui. En fait, elle a eu un rôle dans le cinéma, Madonna. Sans être une comédienne de grande classe. Quand même, avec Evita, elle a fait quelque chose de fort. Hein. Je l'ai pas vu. Oui, je sais. Je l'ai pas vu parce que c'est une comédie musicale. Oui, je sais. J'aime pas les comédies musicales. Si tu veux, Evita. La femme d'un dictateur et tout, ouais. Je vais pas aller voir non plus Eva, quoi. Ouais, ok.
Fais la bonne chose, ou plutôt do the right thing. Ah oui, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Fais la bonne chose. Alors, il y a un truc qui est énorme dans Do the Right Thing, c'est quand même le morceau Fight the Power. Un morceau de rap, et ça reste un des meilleurs morceaux de rap du monde, de toute la Terre et de l'histoire. Parce que c'est le morceau de rap fondamental, quoi. Voilà. Pour moi, c'est gros son énorme, message politique, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on n'a plus maintenant. Et oui, tout ce qu'on n'a plus maintenant dans le rap, c'était là à l'époque. C'était comme une grosse explosion et je comprends pas cet affadissement du rap actuel qui veut plus rien dire, alors que voilà, il y avait quand même des trucs qui étaient et ça marche tout le temps. Quand on écoute le morceau, on peut pas s'empêcher d'hurler Fight the Power avec. Alors c'était assez bizarre aussi au niveau affadissement, puisque après on a eu Ghostbusters numéro 2. Il est mauvais celui-là. Voilà, donc on passe dessus rapidement. Je dis non, je suis pas d'accord. Dans genre suite qui tue, Indiana Jones numéro 3, la dernière croisade. Tu sais que j'ai même pas mis sur ma liste. Ah, moi je l'ai mis parce que la musique, je la trouve intéressante. Je l'aime pas, mais elle est intéressante parce que c'est le moment où John Williams a commencé à changer son son. C'est-à-dire que les deux premiers Indiana Jones, ça se ressemblait, on va dire. Et là d'un coup, la musique partait dans autre chose. C'était moins dessin animé. Il avait des autres sonorités qui arrivaient, des nouveaux mixages, tout ça. Et bon, j'aime pas le film. On dirait un soap opéra. Enfin, c'est tourné n'importe comment. La photo, je la trouve dégueulasse. Tout est gris. C'est un film de paresseux, quoi. C'est un film paresseux avec. Ouais, ça serait très marrant en petit feuilleton. Un petit feuilleton de 10 minutes, en petite tranche comme ça. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Je m'ennuie. Je me suis ennuyé au cinéma quand je l'ai vu. De toute façon, quand tu regardes Les Aventuriers, le tout premier et La Dernière Croisade, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Hein. Tu te demandes même si c'est le même réalisateur. Ouais, mais carrément. Même le deuxième, je l'adore. Hein, le Temple de Oui, le deuxième est très excellent aussi. Quoi. Mais là, le troisième, c'était le début de la fin. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est Spielberg qui est rentré dans sa période où qu'on sortait, je sais pas trop. Parce qu'après, il y a eu Jurassic Park peu de temps après. Et pourtant, c'est dommage parce que le film démarrait bien. La première séquence sur la jeunesse d'Indiana Jones avec le regretté... parce qu'il est jeune. Voilà, le regretté River Phoenix et tout. Et cette scène, elle est bien menée, quoi. Oui, il y a de l'énergie. Mais justement parce qu'il est jeune et tout ça, quoi. Et Spielberg, il s'est senti obligé, puis il y a ce mouvement sur le train, c'est un mouvement permanent. Il s'est senti obligé de faire un film qui t'emporte, qui est dynamique. Et après, le film, il devient vieux pépère, quoi. Enfin, c'est juste des quiproquos, t'as couché avec elle, mais moi aussi, mais papa, enfin, oh là là. C'est vrai. Et puis à un moment, il est face à Hitler, même juste colle-lui un pain, quoi, fait quelque chose, quoi. Non, même pas. Voilà, quoi. J'ai regretté. Enfin, en tout cas, ouais, ça m'a gonflé. Ce film m'a gonflé. Mais la musique est très intéressante parce que John Williams. En fait, ça annonçait Jurassic Park, ça annonçait tout ça, quoi. Voilà. Il avait changé. Il mettait un peu moins de notes, on va dire. Et ces musiques prenaient une autre ampleur. Voilà, c'était différent, quoi. Et le son avait vraiment changé. Il y a des dissonances qui commençaient à venir. Enfin, voilà. C'est l'année de Abyss d'Alan Silvestri aussi. Enfin, plutôt un film de James Cameron avec une musique d'Alan Silvestri. Abyss, la musique, elle est particulière, je trouve. Je te donne mon avis avant que tu me donnes le tien. Elle est à la fois marquante et elle se fait oublier totalement. Enfin, je sais pas comment t'expliquer cette idée. T'as un son, t'as quelque chose, mais on dirait presque du James Horner. Enfin, peut-être que je me trompe. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, on l'avait déjà dit l'une des fois précédentes, s'il n'y avait pas eu la brouille entre James Horner et James Cameron sur Aliens, je pense que Horner aurait composé Abyss. Le morceau d'ouverture de Silvestri fait carrément référence à celui de Brainstorm, par exemple. Et la musique, ce que tu dis est vrai. Pour moi, elle est comme Rencontre du troisième type, en fait. Elle est... Attends, me fais pas ces yeux-là, laisse-moi finir. C'est-à-dire que c'est presque... C'est très atonal, c'est très atmosphérique et tout. Et ça et l'orchestre prend en puissance qu'à la fin, quoi. Mais... Et elle est très bien.
c'est vrai qu'elle se fait oublier parce que justement, elle joue pas sur la thématique, elle joue sur l'atmosphère, pour me répéter, en fait, oui. Ah ouais, ok, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt atmosphérique. C'est une musique d'ambiance, mais pourtant, ouais, enfin, je sais pas. Moi, au début, on dirait, pour moi, ça me fait vraiment penser à du James Horner et à la fin à du John Williams, quoi. C'est pour ça que je te dis Rencontre du 13e type, oui, parce qu'à la fin, l'envol de l'orchestre, oui, c'est comme celui de. C'est comme le morceau final de Rencontre. D'accord. Ok, on est sur la même longueur d'onde. C'est l'année de L'Arme Fatale 2. Sinon, ça reste. Enfin, petite digression, mais moi, ça reste mon Cameron préféré, quoi. C'est un grand film et je sais pas ce qu'il attend pour nous le sortir en Blu-ray, quoi. Parce que. Bah, pareil. La seule édition qu'il y a en DVD, elle est même pas en 16/9, donc faut arrêter, quoi. Je sais. Mais on peut trouver des versions de à peu près de qualité, des versions même en Super 35. Et c'est un film absolument à voir dans sa version intégrale, hein. C'est carrément parce que oui, la fin prend le message de la fin prend toute sa valeur dans cette version-là. Et Ed Harris, ce jeu qu'il a là, quand bon, on va spoiler, mais quand les extraterrestres. Non, on spoil pas. Non, voilà, t'as spoilé. J'étais en train de me dire, purée, on arrive à parler d'Abyss sans spoiler. Mais c'est difficile de pas en parler. Mais quand ils demandent pourquoi ils veulent détruire la race humaine et donc ils leur montrent des images d'archives de tout ce que la race humaine a pu faire de détestable, d'atroce et tout, le jeu qu'il a, Ed Harris, dans son regard et tout, la honte qu'il fait passer d'être humain, quoi, c'est fou, quoi. Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un très bon film. J'ai eu la chance de le voir en plein air à la Villette, en une projection il y a super longtemps, en version intégrale. Donc au début de la projection, à 22h, ils ont dit ouais, le film va durer 2h45. Et là, il y a plein de gens qui ont gueulé parce qu'ils se sont dit ils n'auront pas le dernier métro. Donc il y a plein de gens qui sont partis. Et c'était pas prévu que ce soit cette version-là. Donc c'est la première fois que je l'ai vu en version intégrale au cinéma. Et c'était énorme, avec un écran énorme, géant, le son parfait. Et ouais, c'est le meilleur James Cameron, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le meilleur. Le meilleur, c'est pas Terminator 2, c'est pas tout ça. Et pourtant, Terminator 2 est excellent, mais c'est vrai que. Ouais, c'est Abyss, c'est vraiment bien. Parce que il y a de l'intime et il y a du gigantesque. Mais c'est ça, quoi. Il oublie jamais l'intime, comme tu dis. Il a pas son pareil pour écrire des personnages féminins. Elisabeth Mastrantonio, elle est formidable dedans. Terrible. Et la scène entre elle et Ed Harris, là, quand ils sont sur le point de se noyer, c'est un crève-cœur, quoi. C'est bouleversant. Vraiment super film, à tous les niveaux. En plus, même quand on n'est pas fan de fantastique, ça marche parce que les personnages sont réalistes. On y croit, donc je pense qu'on n'a pas besoin d'être fan de SF. Cette année-là, il y a eu un James Bond qui est sorti qui s'appelait Permis de tuer. Et c'est plus John Barry qui a fait la musique, c'est Michael Kamen qui imite John Barry et qui met des petits bouts de Die Hard dedans. C'est assez bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais la Die Hard mixée avec James Bond. Ça fait un truc particulier, quoi. La chanson est assez pourrie dedans d'ailleurs. Ouais, mais tout est bizarre. Hein. C'est un Bond qui est pas vraiment un Bond pour moi. C'est un Bond, on dirait un film produit par Joel Silver surtout. Quoi. Voilà. Mais j'adore ce Bond. Attention, j'adore Timothy Dalton. Moi, je l'adore aussi, lui, mais. Je trouve que le côté brutal du film est vraiment bien. Ça changeait d'habitude où c'était juste des bonnes vannes et tout. Là, franchement, ça claque. J'adore la Bond Girl dedans. Je la trouve excellente. Elle est super jolie et puis elle se laisse pas faire, quoi. Voilà, quand elle colle des tartes, elle colle des vraies tartes. Et c'était le début des héroïnes bien. Voilà, quoi. Des héroïnes qui se laissent pas marcher sur les pieds. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Depuis les aventuriers de l'Arche perdue, particulièrement, voir la princesse Leia, quand même. Qui était quand même une référence là-dedans. Je crois qu'en fait, c'est ça, quoi. J'ai toujours kiffé les héroïnes qui se comportent pas comme des mecs, mais qui se laissent pas faire par les mecs. Voilà, quoi. Ça, c'est quand même bien. Même année, on a eu, toujours par Michael Kamen, qui a beaucoup travaillé, en fait, L'Arme Fatale 2, qui est sorti en 89. L'Arme Fatale 2, on en a parlé dans un podcast précédent, qui avait cette facilité scénaristique, quand même, de
de transformer, de trouver des nouveaux nazis avec les Afrikaners. Oui. Bah, comme chacun sait, les nazis, c'est un peu le truc facile à chaque fois. Ouais, pourquoi ils sont toujours méchants? C'est un peu facile. Donc, je vais couper cette séquence de merde. Bon, parce que dedans, ce qui est amusant, c'est que les méchants sont tellement méchants que t'as juste envie qu'ils se fassent buter. Et vu qu'ils sont racistes, méchants et tout, ils n'ont aucune excuse en fait. Donc toi, tu t'attends le moment où le héros va les buter. Et il y a des passages ahurissants, hein, quand la maison tombe dans le ravin. Enfin, toi, c'est... Voilà, on est vraiment dans du jeu Silver pur. Il faut toujours qu'il y ait une maison qui explose ou qui casse. Mais la musique, c'est vraiment la suite du premier. Il n'y a rien de particulier à mon avis. Sauf, je sais pas, t'as remarqué quelque chose sur le deuxième? Non, mais sur les 4, en fait, le premier était excellent parce qu'il a donné un style musical au film, et après, avec Sandborn et Clapton, ils sont partis là-dessus et ils ont fait la même chose, quoi, sur les 4 films. Ok, bah on pense la même chose alors. Ok, c'est l'année du Punisher, le premier film Punisher de Mark Goldblatt, qui était un monteur. J'ai pas vu celui-là. Avec Dolph Lundgren. Alors le film, franchement, ça peut faire. Sauf que il est pas habillé en Punisher. Il est en noir, il a une moto, mais et c'est un peu dommage, quoi. Alors Dolph Lundgren avec des cheveux noirs, ça le fait, hein, le mec il envoie, quoi. Ils auraient pu faire un super film de série B, puis en fait, je suis désolé, c'est pas le Punisher, il a pas de tête de mort sur son t-shirt. Bon, je parle même pas de la musique, c'était juste pour te dire que ça existait déjà. Il y avait déjà des super-héros Marvel au cinéma, tu vois. Blue Steel. Ah oui. Ah, Blue Steel avec... Merde. Jamie Lee Curtis. Avec Jamie Lee Curtis, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle était bien dedans? J'allais dire bonne. Oui. Non. Alors ça, on va recommencer. Blue Steel, donc, avec Jamie Lee Curtis. Tu te souviens de ce film? Oui, je me souviens de ce film. Je me souviens surtout d'elle. T'étais amoureux d'elle? Ouais, je sais pas. Elle a un côté... Jamie Lee Curtis, hein. Et puis, pourtant, elle avait un côté androgyne, quoi, mais c'est... Ah oui, c'est ça qui est fou. Ouais. Je pense qu'elle a ce côté fascinant. C'est un peu troublant. Ouais. Je pense qu'elle plaît à tout le monde, en fait, quoi. Parce qu'il y a ce truc qui est là, je crois qu'elle parle à tout le monde, vraiment, quoi. Et puis même maintenant, elle a bien vieilli, je trouve. Hein. Elle accuse son âge, mais... Ouais, mais je suis toujours fan. Sauf que les Halloween, ils sont vraiment de la merde. Ouais, c'est vrai que... Faut arrêter, quoi. Mais j'adore, et même quand on entend que sa voix, là, dans les Escape from New York ou Los Angeles, là, c'est bien, quoi. Voilà, c'est Jamie Lee Curtis, il n'y a rien à dire. C'est une sorte de perfection, et mon film préféré avec elle, qui est un mauvais, c'est Trading Place. Je sais plus comment c'est en français. Ah oui, Un fauteuil pour deux, génial. Fauteuil pour deux, parce que génial, oui. Quand elle retire sa perruque, là, la tête de Dana Croyd. N'empêche qu'elle a fait une scène extrêmement érotique dans True Lies. Ouais. Extrêmement érotique quand tu vois qu'elle a remplacé Miu Miu. Aïe. Un jour on fera un spécial Closidi. Donc on a Blue Steel et on a Retour vers le futur numéro 2 qui est sorti cette année-là, où Silvestri a repris tous ces thèmes et il a rendu la musique encore plus dingue. Et je trouve qu'il y a un côté aussi plus sinistre. Parce que sa vision du futur, elle est vraiment pas rigolote. Et je sais pas si tu te souviens de ce passage où quand t'as le doc et le prof. Oh là là, ça va pas. T'as le doc et Marty qui sont garés dans la ruelle, qui est toujours la même ruelle des studios Universal. Et t'as Marty qui va avancer vers le futur. Enfin, vers la place de l'hôtel de ville. Et il dit, ouais, c'est le futur. Et la musique derrière, elle est pas drôle. C'est un futur, même si ça paraît fun et tout, parce que c'est un rétro-futur, c'est un futur vu des années 50. Il y a ce côté... parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas le futur que nous, dont on rêvait dans ces années-là. C'est ça, on est vraiment dans un futur des années 50, bien plus tard, quoi. Et la musique, je la trouve vraiment dangereuse, quoi. Il y a vraiment ce côté... on sait que ça va pas être drôle. Il y a un côté un peu triste, qui est dedans, beaucoup plus triste que dans le premier film, quoi. Voilà. Il y a ce truc qui vient un peu gâcher la fête, et je trouve que ça participe à l'atmosphère de danger du film. Parce que, mine de rien, ils sont en danger tout le temps, quoi. Ouais, mais j'ai pas...
C'est pas ma partie préférée, hein. S'il était resté là-dedans, je crois que j'aurais pas beaucoup apprécié le film. Après, il a l'idée géniale, Zemeckis, de revisiter le premier film, quoi. Mais moi, je te parle de la musique, hein. Ouais. Moi, je te parle de la musique qui participe à l'ambiance, tu vois. Après, revisiter le film et tout, ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est un chef-d'œuvre là-dessus. C'est une référence. On n'avait jamais vu ça. Non. On n'avait jamais vu un truc pareil, quoi. Que le héros se regarde en train de... Enfin, c'est ahurissant, c'est quand même un flashback dans un flashback. Enfin, il a repoussé les limites. Et d'ailleurs, à un moment, il est obligé, avec le doc, ils prennent un tableau noir pour nous expliquer où on en est dans le film, l'histoire. Parce que maintenant, on est habitué à ces trucs-là, avec les univers parallèles, les machins et tout. Là, il fallait expliquer au spectateur où il en était, parce qu'on pouvait se perdre vraiment. À cette époque-là, on n'était pas du tout habitué, quoi. Donc c'était toutes les réalités alternatives, c'était un concept de bande dessinée, quoi. C'était ou de roman, mais pas au cinéma, quoi. Donc là, c'est le premier vrai film avec des réalités alternatives. Et j'ai trouvé justement, donc pour revenir sur la musique, j'ai trouvé que elle était toujours très très grave, très sinistre. Quand on est par exemple la nuit dans le lotissement là, de Marty McFly, quand on arrive, quand la déesse se gare et tout, la musique derrière, elle est pas drôle, hein. C'est pas fun, la musique, elle est pas fun du tout. Par contre, dans le troisième film, la musique va être beaucoup plus lumineuse. Mais là, dans le deuxième... Et le deuxième, en plus, ça l'ambiance, hein, quand Biff se retrouve dans le rôle de Donald Trump, tout ça. C'est glauquissime, c'est vraiment très glauque. Il arrive quand même à faire de la comédie sur des choses qui sont pas drôles du tout. Parce que quand Trump a été élu président, on se retrouvait là-dedans, en vrai, quoi. Carrément. Et c'était pas drôle, quoi. C'était pas drôle, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup cette musique. Est-ce que j'ai oublié des musiques importantes pour toi, pour cette année-là ? Moi, j'avais noté Black Rain, parce que quand même, c'est un très bon Zimmer, je trouve. T'es sûr que c'est Ouais, 89. 89 ? Ouais, mais il est sorti en 90 en France, non ? Attends, je regarde sur ma petite fiche. Je sais qu'il est sorti en septembre, par là, mais... Ah bon, ok, Black Rain, ok. Pardon, excuse-moi, autant pour moi. Donc Black Rain, professeur. Non, c'est pas ce que j'ai choisi, mais c'était... je trouve que c'est un bon Zimmer, et comme on disait, il y a beaucoup Charlie Walker derrière, donc... Bah, le film est pas mal, hein, il se regarde. Ouais, le film est... Il y a des petits bouts de Blade Runner dedans, il y a des petits bouts du Yakuza dedans, il y a des petits bouts d'un peu tout. Oh, Michael Douglas, t'as envie de le baffer, j'aime pas son personnage. Voilà, j'allais dire, il est insupportable. Voilà, et Andy Garcia, le pauvre, pauvre, la pète, Andy Garcia est fabuleux. Ouais, il est fabuleux, mais il y reste pas longtemps. Bah ouais, mais n'empêche que c'est quand même lui le meilleur acteur de tout le film, avec l'acteur japonais qui est fabuleux aussi dedans. Et Black Rain, la musique, t'as un morceau à un moment donné, ben justement le morceau où Michael Douglas a pété les plombs et qui a été repris ensuite pour toutes les bandes annonces des films américains pendant des années, quoi. Je le mettrai sur la liste si je le trouve. D'accord. Enfin, en tout cas, Black Rain, j'ai un souvenir du film esthétiquement intéressant, mais Michael Douglas, je pouvais pas le supporter, quoi. Non. Il avait une tête de connard arrogant. Ben, il a toujours été dans ses personnages, il est toujours un peu comme ça. Hein, je sais pas, moi j'aimais bien les rues de San Francisco quand j'étais petit. Ouais, moi aussi, mais il était tout gentil, tout dedans. Mais après, cool. Je veux dire, tous les films qu'il a pu faire, même Basic Instinct, il est toujours borderline. Ah ouais, mais là, son rôle de sale con lui va bien, quoi. Parce que dans Basic Instinct, c'est un débile, le gars, quoi. Il est complètement débile, t'as vu comment il traite les femmes, t'as vu comment... c'est vraiment le pauvre type, quoi. Mais toi, j'ai pas aimé, par exemple, Lésion fatale, j'ai trouvé que c'était... Enfin, il est insupportable, quoi. Wall Street, pareil, enfin, toi, tous ces films-là, enfin... En fait, c'est un acteur que j'aime bien, mais j'aime bien le détester. Ouais. Mais je pense que beaucoup te rejoindront là-dessus. Il jouait des types antipathiques, alors que son père jouait des types sympathiques. C'est quand même... j'adore Kirk Douglas. Ouais, moi aussi. Voilà, c'est le mec avec des valeurs, quoi. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a oublié des choses ? J'avais listé un James Horner avec Kevin Costner que j'aime beaucoup, Jusqu'au bout du rêve. Un très beau film. C'est un film de baseball, ça ? Ouais. Enfin, ouais. Ça tourne autour du baseball, mais c'est pas le sujet du film, en fait. Oui, avec un champ, avec des joueurs fantômes et tout. Ouais, voilà, oui, c'est... beaucoup plus animaux qui parlent.
Kevin Costner est un fermier qui, dans son champ de maïs, un jour entend une voix, quoi, et qui lui demande de construire un terrain de baseball, quoi. Ok. Donc t'es conscient de ce que tu viens de dire. Oui. D'accord. C'est pour Oui. ça qu'il y a des films, j'en parle pas, quoi. Non, mais quand tu vois le film, tu comprends après. Moi, je sais que je pleure Oui, j'ai à la fin compris, du mais film. je l'ai vu. Hein. Mais j'espère un jour que je n'entendrai pas cette voix. J'ai pas envie de me lancer dans la construction d'un terrain de baseball, quoi. Donc, Ouais, c'est horrible. Professeur, fais un terrain de pétanque derrière toi. ça c'est plus facile, quoi. Juste un peu de gravier. Ouais, enfin, faut quand même l'endroit pour mettre le pastis et tout, quoi. Alors j'ai cité, Donc, j'ai oui, aussi j'ai aussi listé un très mauvais film avec un très bon casting et une musique que j'adore. C'était Léviathan de Jerry Goldsmith. Très bonne musique. Ouais, je l'ai écouté récemment très et pourri. qu'est-ce qu'elle est excellente, quoi. Ouais, super musique et tout. Beaucoup de synthé. Et puis le film, bon, j'aime bien parce que de toute façon il y a Peter Weller, donc c'est impossible Oui, de c'est une de grosse pas. série B, quoi, mais c'est Ouais. quand même n'importe quoi. Quoi. Ouais, mais C'est et pourtant Alien c'était et un Abyss, film on qui sent. on avait donné les moyens à Cosmatos. Oui, mais lui, c'est un réalisateur de série B, donc et puis il saura faire que ça, quoi. Et ça a été un gros flop. Hein. C'est le cas de le dire. Ouais. J'avais aussi mis vas-y. La Mouche 2, parce que le film est mauvais, mais la musique de Christopher Young est excellente Oui, aussi. exact. Le film est pas si mauvais. Non, mais bon, comparé à... On baisse d'un niveau, quoi, mais... Voilà. Ok. Mm. Ok, d'accord. Ah, en fait, c'est une suite série B. C'était cohérent avec le côté années 50, je trouve, toi, où t'as la suite qui est vraiment au rabais, quoi. Mais je l'ai vu au cinéma, je trouvais ça J'ai plutôt aussi mis Cimetière, une bonne BO de Golden Tal, même si je vais pas l'écouter tous les jours. Et puis, un très bon film, il faut l'avouer. cool. Traumatisant. Hein. Ah, carrément, oui, oui. J'avais lu le livre avant, je me suis dit, Moi aussi, faut moi pas aller aussi. aussi loin que dans le livre. Bah si. Si, moi aussi, j'avais Ils sont lu le aussi livre. loin Et, dans le livre. ouais, c'est... Pour le coup, Marie Lambert, elle avait fait quelque chose de Ouais, mais ça d'excellent. me dérange, en fait. Je l'ai pas mis dans la liste parce que c'est un film qui m'a vraiment profondément dérangé. J'ai jamais envie de revoir, en fait. Quoi. D'accord. Parce que j'ai trouvé très malsain et tout. Voilà. De toute façon, il faut bien choisir. Par an, il y a des centaines de films, donc il faut faire des choix. Donc c'est purement subjectif, comme tout ce qu'on raconte. Hein. C'est super subjectif, en fait. Quoi. Donc, mais c'est très bien que tu l'aies relevé. Hein. Donc moi, mon choix, il était dur parce que j'avais envie de citer Batman, mais c'était un peu une évidence. J'avais envie de citer Abyss, mais bon, j'ai déjà cité 2 fois, je crois, Alan Silvestri. Et on en a parlé, donc j'ai plus beaucoup de choses à dire, mais si je devais garder une musique, ça serait celle des Banlieusards de Jerry Goldsmith. Parce que pour moi, je crois que c'est le haut du panier dans sa collaboration avec Joe Dante. Et c'est... Le film, déjà, le film, c'est un délire total, quoi. Il faut le voir, il y a de tout, quoi. Ça part dans tous les sens, c'est totalement fou, comme tous les films de Dante, mais encore plus avec celui-là. Et Jerry Goldsmith, il est en adéquation parfaite avec Dante, quoi. Il a compris l'humour de Dante, la dérision, et je sais pas si tu te souviens, dans le générique de début, à un moment donné, tu vois un caniche, donc la caméra de Dante qui suit le caniche, et Jerry Goldsmith, sur son synthé, il avait repris des aboiements de caniche, quoi. Donc... Alors moi, ce que je me souviens du début du film, c'est que t'as le logo Universal et on plonge et on atterrit. C'est une sorte de descente gigantesque de la caméra. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Et jusqu'à dans la ville, enfin jusqu'au lotissement, quoi. Ouais. Et déjà, j'avais trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et donc, alors, il faut savoir que émergé. ce film n'est pas sorti en salle en France, malheureusement. Voilà. Moi, je l'ai découvert en vidéo. C'était avant Explorers ou après Explorers? C'était après. Alors, il y a un truc que je trouve bizarre. Bah, j'adore ce film. Hein. J'ai vu plein de fois. Moi aussi. Les Banlieusards, j'ai vraiment vu beaucoup de fois. Et en plus, je l'ai vu quand il était sorti à l'époque sur Canal+, parce qu'il y avait aucun... il n'était même pas sorti en vidéo, ni rien, toi. Et j'ai adoré du début à la fin. Il y a un truc qui m'a dérangé dedans. C'est que c'est des seules musiques de Jerry Goldsmith
dans un film de Joe Dante dont je me souviens pas. Je me souviens qu'elle était bien. Je me souviens qu'elle accompagne tout le film d'une manière parfaite. Oui. Ça souligne tout, quoi. Mais je me souviens pas du thème principal du tout. Alors que je me souviens de tous les trucs, Explorer, Gremlins, tout ça. Mais là, celui-là, non. Ça me pose un gros problème là-dessus, quoi. Moi, je m'en souviens très bien parce que c'est une BO que j'écoute régulièrement, mais si je m'écoutais, de toute façon, le film, je le verrais je sais pas combien de fois. Chaque scène est incroyable. Ouais, je le connais par cœur, mais je marche toujours à fond, quoi. Et c'est du Mickey Mousing. Ça suit tout. Voilà, c'est... Non, c'est bien, je suis content de ton choix. Ah ouais, mais c'est... J'en parle pas parce que j'ai plus envie de parler du film, en fait, que de la musique, mais ils vont ensemble tous les deux, quoi. Donc c'est vrai que... C'est... Comme tu dis, quoi, c'est une musique de dessin animé pour un film... pour un dessin animé, mais avec des acteurs, quoi, réels, quoi. Alors justement, c'est bon, t'as fini avec les banlieusards, que je suis content que t'aies pris ce film et pas le même que le mien. Oui, vas-y. On va rester dans le dessin animé. Pour moi, c'est La Petite Sirène cette année-là. La Petite Sirène, la musique du dessin animé de Disney. Parce que je suis allé le voir par hasard au cinéma. Et vraiment par hasard. Hein. C'était vraiment le truc au pif. Je suis rentré dans le film, peut-être parce que la sirène elle est rousse aussi, peut-être que ça m'a influencé. Mais je suis rentré dans le film parce que la musique est merveilleuse, parce que je l'ai vu en français, c'était extrêmement bien doublé, les chansons étaient vraiment bien adaptées. On avait un Henri Salvador dont je suis pas fan, qui était parfait dedans. J'ai trouvé que la musique participe à la magie, mais à 600% du film. Et tout passe bien dedans. Il y a Micheline Dax qui chante aussi dedans, et Micheline Dax, quoi, quand même, quoi. Et donc on a une partie du Muppet Show avec nous, quoi. Et tout était chouette. Et c'était c'était le renouveau de Disney qui s'enfonçait dans une sorte d'impasse. Ils étaient mal. Et là, d'un coup, ils ont dit stop, il faut qu'on change, il faut qu'on aille chercher Alan Menken, c'est ça ? Ouais, et Howard Ashman. Voilà, ils sont allés les chercher à Broadway. Ouais. Oui, c'est un duo compositeur et auteur de Broadway. Et c'est intéressant que tu aies choisi ce dessin animé et cette musique, alors que quand je parlais l'autre fois de La Petite Boutique des Horreurs, c'est que c'est un film qui t'a pas plu, alors que c'est eux aussi à la musique. Ouais, mais il n'y a pas la magie. La Petite Boutique des Horreurs, je trouvais que c'était absolument bordélique. Vraiment bordélique, et je pense que leur musique, elle n'a pas besoin de bordel derrière. Je pense que justement, elle s'épanouit avec des choses jolies, et dans La Petite Sirène, c'est joli. L'esthétique du film est vraiment sympa. Déjà, c'est assez bizarre. Au niveau graphisme, c'est quand même c'est pas très arrondi non plus. Il y a l'utilisation un petit peu du numérique pour l'océan, pour tout ça. Il y a des choses que j'ai adorées dedans, et avec mon groupe de rock, quand on fait de la musique, quand on fait des balances son micro, moi je chante absolument La Petite Sirène, tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Et à chaque fois ça fait rigoler, mais mine de rien, j'ai pas oublié les paroles. Alors, le docteur n'a pas peur d'être un peu nunuche, mais à chaque fois ça m'émeut. Voilà, et j'ai préféré aussi le premier doublage voix français de l'époque, parce qu'il était refait après, et je n'ai pas retrouvé les mêmes. Ça m'énerve cette tendance quand ils refont les doublages, quoi. Bah oui, parce qu'il y a une histoire de droit, sans doute, derrière, quand ils ont refait par exemple Blanche-Neige, tout ça. Et puis il faut toujours adapter à la technologie de l'époque, le 7.1. Ouais, mais bon, des fois c'est incompréhensible. Pourquoi avoir redoublé Les Dents de la Mer? Ils ont du fric à jeter ou quoi? Non, parce que ça a permis de ressortir le DVD en disant avec le son 5 points. Ouais, mais ça compte plus, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais essayé de regarder ce doublage. Mais toi, t'es cinéphile, donc tu vas pas y aller. Que le crétin de base, il va se dire oh, c'est super, regarde, un film au mono qui passe en 5 points, c'est génial. Bah ouais, super, le mec, il est content. C'est les mêmes crétins qui aiment les films colorisés, quoi, si tu veux. C'est vrai. Toi, c'est cette optique-là. Et c'est pour revendre. Tu sais, t'as remarqué, on te revend toujours les mêmes films. On te revend les mêmes musiques aussi. T'avais le vinyle, t'as le CD, t'as le machin, ok. On te revend le même film, remasterisé, du tout. Pourquoi? Enfin, en vérité, je pense que quand on achète un film, on devrait avoir les droits du film à vie, quoi. Peu importe le support.
toi. Ça serait une idée géniale, parce que moi, qu'est-ce que j'ai claqué comme bien. Sous pour acheter les mêmes films. Ouais, je les ai eu en VHS, je les ai eu en DVD, en Blu-ray, ça va, quoi. C'est bon, quoi. Des films que j'ai... en plus, des achats compulsifs, des achetés... Ouais. Toutes les éditions. Enfin, toi, ils savent que des crétins comme moi qui sont... Des fois pour quelques minutes de plus, de bonus ou de trucs. Moi, le Hit de Michael Mann, je l'ai acheté je sais pas combien de fois. Faut que j'arrête à un moment donné, quoi. Ah ouais, moi aussi. Pareil, Hit ou Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, il y a plein d'éditions. Voilà. C'est super grave. Donc, l'autre fois, je faisais mes courses, l'autre fois, et je tombe dans les soldes sur le Blu-ray de Jack Burton. Allez, hop, je le prends. Par contre, ce qui est strange, c'est quand ils ont sorti les Blu-ray de Star Wars, là, ça m'a posé un problème, c'est que l'image est tellement restaurée que tu vois tous les effets spéciaux. Tu vois la technique. Et ça m'ennuie vachement, parce que à force de restaurer, de rendre l'image plus limpide, plus tout ça, c'était pas fait pour ça au départ. Et on a plus les versions d'origine. Oui, c'est ça. Mais on voit tous les coups de pinceau, des peintures sur verre et tout. Et il y a un moment, ça perd la magie parce que ça n'a pas été fait pour ça. C'était fait pour être projeté au cinéma avec du grain. Et les coups de pinceau, on pouvait pas les voir. C'était impossible, même avec une très très bonne projection. Et maintenant, on atterrit, c'est dans une qualité chirurgicale. Et on voit tout, quoi. Et c'est super embêtant. Ce qui était destiné à être camouflé, on le voit, quoi. Voilà, quoi. C'est comme si on voit les coutures, en fait. Et je trouve que c'est ennuyeux et ça... La technologie, c'est super bien, mais des fois, il n'y en a pas besoin. Quoi. C'est le problème, quoi. De vouloir trop restaurer et polir des vieux films, quoi. C'est surtout en dénaturant, en changeant les couleurs, en changeant tout ça, les remettre à la mode, des couleurs acidulées, les trucs, le HDR et tout, ça n'a jamais été tourné pour ça. Enfin, voilà. Mais moi, je t'avoue que j'ai des problèmes avec l'image des films aujourd'hui. Moi, j'aimais bien ce grain de pellicule et tout, quoi. Le numérique, c'est trop propre, quoi. Disons qu'avant, on avait des directeurs de la photo qui choisissaient la pellicule, la qualité, et maintenant, on a des directeurs de la photo qui ont plus ça à choisir, ils choisissent juste... l'étalonnage et c'est tout, quoi. Ça s'arrête à l'étalonnage parce que il n'y a plus de grain, il n'y a plus rien. Donc on se retrouve dans des cas où tous les films se ressemblent en effet. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que il y a une avancée qui a posé aussi d'autres limites, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je mets bien le fait que tu aies des pellicules, le type qui tournait en Kodak ou en Agfa, il voulait du grain ou pas de grain, il y avait des nuits vraiment obscures. Il y avait des films, des fois trop, parce qu'il fallait suréclairer les rues et tout. Enfin, il y a des films, quand t'as New York dans le noir, c'est vraiment dans le noir, quoi. Et on a perdu quelque chose, dans l'obscurité des films, je trouve. Parce que c'est important, l'obscurité dans le film. Donc voilà. Donc La Petite Sirène, pour en revenir et pour finir dessus, voilà, je suis aussi fan, comme je suis fan du film qu'il y aura après, qui s'appelle La Belle et la Bête. Et puis après, j'ai arrêté d'être fan des trucs de Disney. Et c'est vraiment ces deux films-là qui ont les mêmes auteurs, et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'excellence, mais musicalement la musique est merveilleuse, les chansons sont superbes, et ça me tue de dire ça, quoi. Mais franchement, de 89, il y a plein de choses vraiment merveilleuses en musique de film, mais ça, c'était ma claque, quoi. Et je m'en suis aperçu des années après. Ils ont sauvé Ashman et Menken, pour ainsi dire, ils ont sauvé Disney de la banqueroute. Donc, Oui, parce que Disney, en fait, partait vraiment sur... Voilà, il faisait que de la dope, quoi. Et il y a eu Roy Disney, qu'on avait marre qu'on lui impose... Au début, je crois que Disney voulait fermer la division dessin animé. Et ils ont changé de boss, et le boss est arrivé, je sais plus lequel c'est, Katzenberg, je crois. Katzenberg, oui. Il est arrivé, il a dit non, on va faire des dessins animés, mais on va les faire bien. Donc, voilà. Donc Roy Disney, il allait récupérer des gens de valeur, et puis il a dit voilà, on va retourner on va créer un âge d'or, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'était une idée de génie d'aller chercher des gens de Broadway, parce que musicalement c'est quand même La Petite Sirène et tout, en faire un truc qui se finit bien. Tu vois, ils ont saccagé Notre-Dame de Paris, mais mine de rien, ils l'ont fait. Enfin, c'est un dessin animé. Après, c'est pas top, je t'avoue, quoi. Non, c'est pas le meilleur. Mais parce que c'est Disney, il faut que ça se dise bien. Une tragédie se finit bien. Quasimodo meurt pas. Voilà, quoi. Mais La Petite Sirène, j'ai aimé pour ça, et j'ai aimé aussi tout. Ouais, je suis trop fan. Voilà, c'est tout. Je m'en fous, je suis cucu aujourd'hui. Je suis cucu today. Voilà.
Donc voilà, pour moi j'ai fini 89 sur cette note. Ouais, mais c'est très bien, on vient de découvrir un aspect du docteur qu'on ne soupçonnait pas. Le docteur a un cœur. Oui. Et pourtant, j'aime pas les animaux qui parlent, et là, il y a un crabe qui parle. Alors, à noter que le cuisinier est français dans le dessin animé en VO, et il est italien dans la VF. Bah ouais. Et par contre, Sébastien, j'adore le petit crabe. Bah, en même temps, faire dans la VF, faire un cuisinier français, ça n'aurait pas eu de sens, quoi. Je suis d'accord, mais ils ont bien réussi à faire du Maurice Chevalier dans La Belle et la Bête, avec un accent français. Voilà, voilà donc moi j'en ai fini pour 89, si toi c'était ok, c'est bon. J'ai fini aussi. Oh voilà, il en est fini de 1989. Le docteur et le professeur auraient pu s'étendre davantage, mais ils voulaient faire un podcast de moins d'une heure. Une gageure, d'autres suites, champagne. Les années 90 vont commencer, la musique de film va prendre un tournant un peu étrange. Enfin, nous retrouverons le docteur et le professeur dans un prochain podcast. Faites partager cette expérience à vos amis. Et n'oubliez pas, c'est des claques, c'est du ciné et des claques. Ça va être chaud 90. Hein. C'est Laura Lola, Troll 2. Ah ouais, Troll 2, je t'en parlerai. Tu connais Troll pas, mais c'était bon. Mais de toute façon, il faut que je suis d'ici au nanar. Green Hills 2, Darkman, Crybaby, Retour à le futur 3. Predator 2, Robocop 2, Total Recall, 48 heures 2, il y a beaucoup de 2, Édouard Romain d'Argent, 58 minutes pour vivre, beaucoup de 2 en fait. Hein. C'est vrai que c'était une période 2. Donc voilà, quoi. On va voir tout ça à traiter, et puis après ça va se réduire de plus en plus. Quoi. Après mes listes Spotify, elles feront 2 minutes.